Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler une deuxième fois d'Antonio Vivaldi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler bien de la façon dont il a été connu de son vivant, qui l'a fait connaître, comment lui-même a cherché à se faire connaître et à quel échelon il a été connu. Alors tout d'abord, vous vous en rappelez certainement, Vivaldi a d'abord été connu comme virtuose du violon. De sa formation violonistique, on ne sait rien, on suppose que c'est son père, Giovanni Battista Vivaldi lui-même, virtuose du violon, qui l'a formé. On les retrouve en tout cas ensemble tout au long de la formation de Vivaldi, que ce soit à Brescia, à Vicence, à Saint-Marc, où travaille le père de Vivaldi, donc ils jouent ensemble. Et puis on a des témoignages donc, de personnes extérieures qui qualifient Vivaldi, donc le jeune Vivaldi, de virtuose du violon. Par exemple, on a un courrier dans les archives de la basilique de Bologne dans lequel l'interlocuteur dit « Je suis en présence de Giovanni Battista Vivaldi, dit le rouquin du violon, et de son fils, lui-même un excellent virtuose du même instrument ». On a à cette époque-là également, enfin un petit peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, le témoignage du baron von Offenbach, qui était présent lors des représentations de l'Automne-Ville en 1713 à Vicence, et qui lui-même fait état de cette qualité de Vivaldi. Il dit à cette occasion-là, Vivaldi joua un magnifique assolo qu'il fit suivre d'une cadence qui m'éblouit véritablement, car jamais on n'entendit et jamais on n'entendra plus une telle façon de jouer. Mais il ajoute, il étonnait tout le monde, mais je ne peux pas dire que cela fut plaisant à entendre, car il était plus habile dans l'exécution qu'agréable à écouter. Voilà, précieux témoignage du baron von Offenbach qui fait partie des témoignages de ces personnalités prestigieuses qui ont très rapidement côtoyé Vivaldi, donc Vivaldi qui restait donc dans sa région et qui pourtant commençait à avoir un petit peu des antennes partout en Europe par rapport à ces personnages qui étaient en villégiature à Venise et qui allaient le rencontrer et le remarquer par rapport à ses talents de virtuose. Après cette première étape de reconnaissance par la virtuosité, Vivaldi rentre à la Pietà à partir de 1703. Il va être reconnu à ce moment-là comme pédagogue et comme compositeur de musique instrumentale et de musique vocale pour les jeunes filles de la Pietà. Là encore, il va se faire connaître à l'échelon local, puisque les patriciens vénitiens étaient très impliqués dans les œuvres de charité, dont le Pieux Hospital de la Pietà faisait partie. Et Vivaldi va donc être reconnu de la même façon pour son talent virtuose à un échelon local. Ce n'est qu'après qu'il va être reconnu à un échelon plus important, c'est l'échelon européen, et ceci à partir de 1711, lorsqu'il va être édité pour la première fois par l'imprimeur Étienne Roger, qui va lui faire, qui va le faire connaître à l'échelon européen. Après cette étape-là, en même temps, Vivaldi va commencer à s'adonner au monde de l'opéra, et vous vous rappelez qu'à son époque, c'est véritablement le grand genre dans lequel tous les compositeurs sont attendus. En composant des opéras, Vivaldi va vraiment se tailler une place de choix dans le monde de la composition en Italie. Il va donc y avoir différents échelons de reconnaissance. D'abord l'échelon local, puisque avec le Pieux Hospital de la Pietà, mais également avec la virtuosité, même si des étrangers vont être amenés à l'entendre, à le côtoyer, c'est principalement dans son pays qu'il va être connu, enfin dans son pays à l'échelle courte, on va dire dans la région. Avec le monde de l'opéra, là c'est vraiment l'Italie qui va être impactée puisqu'il va beaucoup jouer dans des théâtres, il va également les gérer, ça nous en avons déjà parlé dans notre précédente causerie, et puis il va y avoir l'échelon international, on pourrait dire plutôt quand même européen, avec la reconnaissance par les éditions. Je vais vous faire écouter tout de suite un passage, le numéro 8 des concertos de l'Estro Armonico. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je voudrais vous les faire écouter. Parce que c'est le premier recueil qui va être édité par Étienne Roger, qui va lancer la renommée internationale de Vivaldi. Et puis, je vais faire précéder ce concerto par la transcription qu'en a fait Bach, parce que en fait, c'est vraiment intéressant de réaliser que Bach a transcrit, que ce soit pour l'orgue ou pour le clavecin, dans la décennie qui a suivi l'édition, ce qui veut dire que rapidement les œuvres de Vivaldi se sont diffusées, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que des concertos qui ont été transcrits par Bach sont datés par les musicologues d'avant 1711, ce qui tend à prouver en fait que Bach connaissait Vivaldi par des manuscrits. Donc on sait que Vivaldi avait déjà des mécènes, avait déjà des personnalités qu'il connaissait en Europe, mais là le témoignage de ces transcriptions antérieures à la publication de l'Estro Armonico nous permet de réaliser en fait que les œuvres de Vivaldi circulaient, que c'était déjà un musicien connu. Donc je vous fais entendre tout de suite le numéro 8 des concertos publiés en 1711 dans l'Estro Armonico, et puis je le fais précéder d'un court passage de la transcription qu'en a fait Bach.
Donc voilà présenter les échelons auxquels Vivaldi s'est fait connaître progressivement, hein, donc, pendant sa formation à l'échelon local, à partir de 1703 la Pietà, encore à l'échelon local, et puis en 1711 international, à partir de 1713, une assise nationale, si on peut parler de nation pour l'Italie à cette époque-là, assez forte avec l'implication dans le monde de l'opéra. Vous l'avez compris avec donc l'extrait que nous venons d'écouter, Vivaldi est très vite reconnu, et en 1711, dans Das Forschende Orchestre, Mattheson va citer Vivaldi comme l'un des musiciens les plus connus en Europe et des plus galants avec Scarlatti. Il cite aussi Benedetto Marcello, qui est également vénitien et qui vient du même niveau que Vivaldi. Donc Vivaldi fait partie, donc, selon lui, des musiciens les plus connus en Europe et des plus galants, témoignage également précieux sur la reconnaissance de Vivaldi à son époque. Alors quels sont les différents personnages qui sont en contact avec Vivaldi, qui vont le faire connaître? Eh bien d'abord, il y a ceux qui vont, attirés par le talent de Vivaldi, venir à sa rencontre et puis, en connaissant un petit peu mieux son talent, le faire reconnaître. L'exemple le plus important, eh bien, c'est celui de Johann Georg Pisendel, qui était violoniste à la cour de Saxe à Dresde, qui en 1716-1717 va venir à Venise, qui va étudier auprès de Vivaldi, qui va transcrire certaines de ses œuvres. Il y a encore des œuvres de Vivaldi que l'on ne connaît en fait que grâce aux transcriptions de Pisendel, donc c'est vraiment de très précieux témoignages. Il va également, précieux témoignages à nouveau, écrire des cadences improvisées de Vivaldi. Une véritable amitié va naître entre les deux hommes, et lorsque Pisendel retournera à Dresde, eh bien, il fera connaître Vivaldi. Dresde fait partie des premiers foyers, des foyers les plus importants de transmission de l'œuvre de Vivaldi à son époque. Alors, ce qui est intéressant là encore, c'est que Pisendel est cause et effet de la reconnaissance de Vivaldi, puisque si après 1717, eh bien, il y aura des éléments nouveaux hein, qu'il va rapporter et qui vont permettre de mieux connaître ce grand compositeur, lui-même est venu attiré par le talent de Vivaldi qu'il avait déjà connu. Et d'ailleurs, le théoricien et le flûtiste Johann Joachim Quantz, qui était à Dresde à cette époque-là, musicien également, eh bien, fait état en 1714 d'avoir écouté des œuvres de Vivaldi et dit qu'il a été d'ailleurs très impressionné par ces œuvres, qu'il en a recueilli un certain nombre et que les ritornelli de Vivaldi lui ont servi de modèle par la suite. Donc, Pisendel, venu en Italie pour voir Vivaldi, va diffuser son œuvre à Dresde par la suite. Les autres exemples eh bien, de personnalités qui vont côtoyer Vivaldi, eh bien, il va y avoir ceux qui vont plutôt exercer un mécénat. Parmi eux, eh bien, on a déjà cité le baron Offenbach, qui va rencontrer Vivaldi. Vivaldi va composer pour lui, il va d'ailleurs même lui apprendre lui-même à jouer ses œuvres. Donc le baron von Offenbach sera en partie un mécène hein, pour Vivaldi. Il va également y avoir le comte Morzin, que l'on connaît puisqu'il est dédicataire des 4 saisons de Vivaldi. Ces personnages-là ne vont pas particulièrement diffuser l'œuvre de Vivaldi, mais vont surtout être des soutiens sporadiques en pouvant être des mécènes auxquels Vivaldi va pouvoir eh bien, proposer ses services de temps en temps. Dernier exemple, là, eh bien, c'est pas un cas général, c'est vraiment un cas particulier, c'est une entreprise qui a été menée lors de 1724 à 1735 par un chanteur, Antonio Denzio, qui avait chanté pour Vivaldi en Italie et qui va s'occuper de la saison théâtrale, de plusieurs saisons théâtrales hein, pour le comte von Spork en Bohême. Et là, il va donner beaucoup de pastiches dans lesquels il va donner des œuvres de Vivaldi. Et d'ailleurs, après, il va donner des œuvres dans leur intégralité. On pense que Vivaldi lui-même va venir pour superviser ce travail parce qu'il y avait vraiment une grande quantité de ces œuvres qui étaient données. Donc, il va permettre de faire connaître Vivaldi en Bohême par ce biais-là. Vous avez donc un petit panorama hein, des personnages qui pouvaient tourner autour de Vivaldi, qui ont pu le rencontrer, qui ont pu être des soutiens. Alors si ces soutiens sont nécessaires, ils ne sont pas suffisants. Et c'est pour cette raison que Vivaldi, à partir de 1718, va se tourner vers Philippe de Darmstadt, qui est à Mantoue, et qui va le prendre comme musicien. Alors au XVIIIe siècle, on n'est plus du tout dans le même cas qu'au début du XVIIe, si vous avez suivi notre causerie Monteverdi, dans laquelle on voit que bien Monteverdi était vraiment assujetti à son prince et partait très rarement en déplacement. Au XVIIIe siècle, avoir un musicien, le musicien ne fait plus tellement partie de la domesticité. Il est plutôt un lien de reconnaissance. Ça veut dire que le musicien peut arguer d'un maître qui est puissant et qui lui ouvre des portes, et puis en même temps ce maître-là, lui, eh bien, est ébloui, on peut dire, et rejaillit sur lui le talent du musicien qu'il s'offre.
Vivaldi, vous vous en rappelez, n'est resté que 2 ans à Mantoue, puisqu'en 1720, la mort de l'impératrice Douairière le fait revenir à Venise, mais à partir de ce moment-là, eh bien, le réseau pro-autrichien commence à travailler pour lui, et puis il reviendra à de nombreuses reprises à Mantoue pour donner des opéras. On pense que la dernière fois qu'il est venu dans cette ville, eh bien, c'est en 1732, date à laquelle il va donner son Farnace, qui est une œuvre majeure dans son œuvre opératique, qui va vraiment faire beaucoup pour sa gloire, et qui est conçu autour du rôle de Tamigri, dont nous avons déjà dit que c'était un grand rôle de tragédienne qu'il a composé pour son égérie Anna Gino. Donc je vais tout de suite vous faire écouter bien une aria issue de ce Farnace. Comme vous l'avez certainement compris, eh bien, Philippe de Hastamstadt n'est que le premier maillon de ce réseau pro-autrichien que Vivaldi a choisi pour évoluer dans sa carrière. Il a vraiment mis son intelligence, comme chaque musicien qui veut faire carrière, dans ce besoin de se faire connaître. Et Philippe de Hastamstadt est le premier maillon. Alors, vous vous rappelez certainement que Mantoue était aux mains de la famille de Gonzague. En 1704, le duché est annexé par l'Autriche. Ça ne fait pas partie des seules régions qui sont sous domination autrichienne, puisque avec la fin de la guerre de succession d'Espagne, le traité entre la France et l'Autriche, le traité de Rastatt, va permettre à l'Autriche de récupérer des terres espagnoles. Donc il va y avoir le duché de Milan, il va y avoir la Sardaigne, il va y avoir le royaume de Naples. Donc l'Autriche prend de plus en plus de place dans cette Italie. L'Autriche a donc évidemment beaucoup de hauts dignitaires qui sont là et qui peuvent bien assurer la survie de musiciens. Et donc Vivaldi fait partie des musiciens qui se sont tournés vers ce réseau pro-autrichien. Vivaldi, toute sa vie, va arguer du titre de maître de chapelle de Philippe de Hastamstadt, sauf dans quelques villes dans lesquelles eh bien, les tendances étaient plutôt aux alliances françaises, ou encore eh bien, dans les villes dans lesquelles tout simplement la présence autrichienne n'était pas très agréée. Après Philippe de Hastamstadt, deux personnages, et non des moindres, qui vont être parmi les personnes que Vivaldi va rencontrer. Et bien d'abord, il va y avoir Franz Stephan qui va devenir en 1736 le gendre de l'empereur, donc personnage hautement important, et qui va exercer un mécénat auprès de Vivaldi, mais également l'empereur lui-même, Charles VI. Alors ces deux personnages, Franz Stephan et Charles VI, on pense que Vivaldi les a rencontrés en 1728, puisque l'empereur est à Trieste, et qu'un cortège diplomatique venu de Venise va aller à sa rencontre. Vivaldi va faire partie de ce cortège. On dit que l'empereur a beaucoup apprécié de parler avec Vivaldi, et après cette première rencontre, eh bien, Franz Stephan exercera
un mécénat sur Vivaldi, mécénat que Vivaldi mettra en exergue dans ses ouvrages, dans les ouvertures de ses ouvrages pour bien montrer qu'il était protégé par un grand de l'Autriche. Et puis il va également dédier des recueils de concertos à l'empereur Charles VI, dont l'un s'appelle d'ailleurs Le Sceptre. Donc le réseau pro-autrichien, qui commence avec Philippe de Hesse-Darmstadt et est arrivé un petit peu à son apogée avec la rencontre de Charles VI et de son gendre. Je vais donc vous faire tout de suite entendre un passage de la Chèvre, publié en 1725, Le Sceptre, dédié à Charles VI, et je vais vous faire entendre l'allegro du premier concerto. Le choix du parti pro-autrichien est véritablement un choix de courtisan, un choix de personne qui veut se faire connaître, qui a besoin d'un réseau, qui a besoin de soutien. Ce n'est en aucun cas un choix politique, et on le verra par la suite. Vivaldi, lorsqu'il est à Rome, côtoiera beaucoup le parti pro-français avec le cardinal Ottoboni, la famille Médicis. Il aura également des mots très durs lorsqu'il dédiera son Adélaïde pour un membre de la famille Grimani, puisqu'il s'attaquera directement aux personnes qui se font les étrangers de leur nation, pointant du doigt les Italiens qui se tournent vers l'Autriche. Propos tout à fait incompréhensibles quand on connaît le reste, la façon dont il a géré sa carrière. On comprend par là que Vivaldi a dû se faire une place qui n'a absolument rien à voir avec la politique. Alors par rapport à l'Adélaïde et à ce qu'il dit à un membre de la famille Grimani, cela se comprend surtout puisque vous vous rappelez que cette famille possédait les plus prestigieux théâtres de la ville. Vivaldi ne les a jamais gérés, il n'a pas fait représenter d'œuvres dedans, et donc on peut voir juste par là un besoin de servir un maître puissant et un maître prestigieux à Venise, et donc un besoin de se faire coopter par ce milieu.
Vivaldi se tournera quand même résolument vers l'Autriche à la fin de sa vie, puisqu'en 1740, il décide de partir pour Vienne, il décide de donner un dernier souffle à sa carrière, il a à ce moment-là 62 ans, il va s'installer à Vienne, à côté du terme am Kärntnertor, donc dans le désir de faire représenter ses œuvres. Malheureusement, cette entreprise ne sera pas couronnée de succès. Quelques mois après son arrivée, en octobre, eh bien, Charles VI meurt. En plus, eh bien, du fait que, en plus de l'endeuillement des théâtres, de l'endeuillement de la ville et du pays avec ce décès, eh bien, il y a en plus une guerre qui se prépare, puisqu'il y a énormément de tensions. Charles VI souhaitait que sa fille Marie-Thérèse monte sur le trône, et puis une partie de l'Europe s'y oppose, dont la France. La guerre de succession d'Autriche finira par exploser après toutes ces tensions en 1741, donc c'est dans un climat relativement tendu que Vivaldi s'installe. Évidemment, il ne peut plus arguer du mécénat que Franz Stephan, le mari de Marie-Thérèse, eh bien, exerce sur lui. Et il va donc mourir, malheureusement pour lui, dans l'anonymat, le 28 juillet 1741, n'ayant pas réussi à faire représenter des œuvres dans la capitale qui pourtant était pleine de promesses pour lui, avec ce mécénat de Franz Stephan, avec eh bien, toute l'admiration que portait pour lui Charles VI. Cependant, on ne peut pas dire que cela ternisse sa carrière, qui fut, vous l'avez vu, très intéressante, avec vraiment une reconnaissance de ses pairs, une reconnaissance que ce soit dans son pays, que ce soit également à l'échelon international, une carrière passionnante. Alors maintenant, j'aimerais vraiment vous présenter dans quelques temps eh bien, un des pans les plus intéressants de la carrière de Vivaldi, qui est son travail avec la Pietà. Je voudrais vous le présenter parce que ces lieux sont toujours des lieux très intéressants pour nous à découvrir, ces lieux de charité dans lesquels on formait les musiciens parmi les meilleurs de leur pays. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines, pour parler du pieux hospice de la Pietà, pour lequel Vivaldi a travaillé durant toute sa vie. Donc eh bien, je vous dis vraiment au plaisir de vous retrouver bientôt.